Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 8 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors avec moi, comme d'habitude, Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Très bien, salut Paul-Adrien. Et aujourd'hui, épisode atypique puisque nous recevons pas un, mais deux invités. En effet, nous recevons Frédéric Estassi et Grégoire Durand de l'A3P, l'association pour les produits propres et parentéraux. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour à tous les deux, Grégoire. C'est votre première expérience dans un podcast ? Oui, tout à fait. Une grande première, oui, avec beaucoup de plaisir de vous retrouver pour ce podcast. Eh bien super, alors sans attendre, si ça vous va, on va commencer directement dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup à dire aujourd'hui. Parfait. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vous propose pour cette première partie, c'est de vous présenter et, en quelques mots, de présenter l'association. On reviendra après sur les différents points. Donc, je vous laisse la parole. Ok, je vais me présenter en premier parce que Frédéric rebondira sur la présentation de l'association A3P. Du coup, Grégoire Durand, donc moi je suis directeur adjoint de l'entité A3P Service et gérant d'A3P Formation. Voilà. Et pour ma part, donc Frédéric Estassi, je suis directeur de la structure A3P Service, qui est la structure des permanents de l'association. Et je travaille pour l'association depuis 20 ans. Voilà, donc qu'est-ce que l'A3P ou comment la genèse de cette association, c'est en 1985. Alors, faut se rappeler qu'à cette époque, pas de téléphone portable, pas d'internet, pas de voilà. Non, c'était un autre monde, mais que certains n'ont pas connu. Ouais, c'est vrai. Et un industriel de chez Syntelabo cherchait des informations sur une nouvelle technologie, isolateur. Et les seules sources d'informations, c'était les associations professionnelles ou les programmes de congrès reçus par courrier. Et dans un programme de la PDA, la Parenteral Drug Association, donc aux États-Unis, il voit une conférence sur ce sujet faite par un certain Mr. Meyer de la Calène. Il va à Washington, il écoute à sa grande surprise un Français qui présente une nouveauté technique française aux US. Ah, c'est marrant ça. Donc le comble. Et donc l'intervenant propose ou invite cet industriel sur son stand, et nouvelle stupeur parce que quand ils échangent leur carte de visite, ils réalisent que leurs bureaux sont à 500 mètres l'un de l'autre. C'est génial. Et donc, grosso modo, ils avaient traversé l'Atlantique pour se rencontrer alors qu'ils étaient à l'angle de la rue l'un et l'autre. Didier Meyer, donc à l'époque à la Calène, indique à l'industriel qu'il n'y a pas de tribune en France ou en Europe pour des fournisseurs afin de présenter leurs innovations. Mm-hmm. Donc, il décide chacun de réfléchir à une solution et comment faire pour que des fabricants et des fournisseurs puissent échanger sur des nouveautés techniques et scientifiques à l'époque. Et donc, à l'issue de cette rencontre est née l'idée de créer une association consacrée aux produits parentéraux qui, à l'époque, était une spécificité française et une particularité française aussi en Europe. Et donc, à leur initiative, le 13 novembre 86, au sein de Syntelabo, il y a eu la première réunion pour la création d'une association française concernant les produits parentéraux. Et un des objectifs était bien évidemment de faire évoluer les technologies relatives aux médicaments injectables et aux produits stériles. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes. Le premier président, c'est quand même important de le dire, c'était Monsieur Guimotto de chez Sandoz. Voilà, ça a pris et étendu. Il y a quelques années clés, dates clés dans l'association, puisque on a internationalisé un petit peu. On est passé d'une revue qui est arrivée en 2000, on en reparlera un peu plus tard, puis les années 2000-2005 ont vu une certaine internationalisation, et puis un vrai changement à partir de 2011, 2012, 2013 et l'arrivée sur Lyon de la structure et un développement beaucoup plus international avec des objectifs et des projets qui sont bien définis.
Juste quand même qui est important parce qu'il y a quand même des valeurs et des visions qui sont très importantes à la 3P. C'est l'engagement, c'est la convivialité, le partage, bien évidemment le respect et l'écoute et surtout le réseau. Aussi pour juste compléter aussi ce que disait Frédéric avec une information, parce qu'on nous le demande très très souvent. Quelle est la définition derrière le terme A3P en fait? Et on pourra voir le lien qui se fait directement justement avec cette expérience qu'il y a eu au niveau de la PDA. L'A3P initialement, le terme A3P, c'est l'association pour les produits parentéraux, d'où les 3P. D'accord. Et quelques années après, justement, la définition s'est un petit peu élargie. On n'est pas resté fixé et orienté que sur le parentéral, le stérile, et c'est devenu l'association pour les produits propres et stériles. Voilà. Donc le S de stérile rentrait plus dans la définition d'A3P, mais ça permet justement de redonner un peu quelques informations par rapport à ce terme, parce que souvent on nous pose la question et c'est vrai que naturellement ça coule pas forcément de source. Donc ça c'était une de mes questions. Effectivement, vous êtes pas spécifique aux produits parentéraux. Non, même si c'est notre cœur on va dire le cœur du métier, le cœur de l'activité, mais aujourd'hui, on a des activités au sein du medical device, de la cosmétique, et donc voilà, on se développe, on n'est pas seulement, et sur des formes sèches aussi, bien évidemment. Ouais. Mais oui, notre cœur du métier et notre identification et l'ADN ou la genèse, c'est le parentéral. D'accord. Ah, c'est vraiment intéressant ce petit historique parce que pour le coup, moi en 85 j'avais 1 an, alors je me doutais pas de tout ça, mais même voilà, ça fait quelques années maintenant que je côtoie la 3P et je trouve ça assez marrant, justement la genèse. C'était vraiment intéressant ce point historique quoi. Surtout que pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que cette genèse, au final, c'est vraiment l'ADN de notre association, la rencontre d'un fournisseur avec un fabricant, un industriel. Ils ont des besoins, il y a des problématiques, il y a cette volonté de réunir des hommes avec un grand H, des femmes et des hommes autour justement de toutes ces problématiques techniques, opérationnelles, de qualité réglementaire. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, parce que l'objectif, la finalité de tout ça, c'est de développer des produits, des médicaments toujours de la meilleure façon, avec un niveau de qualité toujours plus élevé. Donc c'est vraiment la genèse de cette rencontre qui fait l'ADN de notre association, et 35 années plus tard, on en est là-dessus toujours au même niveau, ça c'est certain. Et je peux me permettre, je rajouterais même un point supplémentaire, c'est cette rencontre entre 2 hommes. Alors c'était 2 hommes, mais ça pourrait être un homme et une femme ou 2 femmes, mais c'est la 3P, c'est ça. C'est un réseau d'hommes et de femmes, c'est un réseau humain avant tout. Et c'est très important. On essaye de faire retranscrire et d'utiliser cela vraiment dans toute l'activité que l'on peut avoir, dont on parlera tout à l'heure. Mais ces activités présentielles qui sont si importantes pour nous, parce que voilà, c'est des gens qui se rencontrent, qui partagent, qui expérimentent entre eux, et voilà, c'est ce qui vraiment, je pense, aujourd'hui fait la force de la 3P telle que nous sommes. Et je voudrais quand même aussi préciser que les pères fondateurs de l'association, donc c'était un petit groupe de personnes qui se sont d'abord réunis. Ils étaient quand même visionnaires, mais si on reprend la liste des gens présents à la première réunion, on va dire de la création et de la volonté de créer une structure qui associait pour la première fois, et j'ai envie de dire qui mélangeait les serviettes et les torchons, il faut quand même le dire, parce qu'on ne mélangeait pas ces 2 mondes, le monde de la pharmacie, des pharmaciens, et le monde des fournisseurs, où ils se retrouvaient à l'époque uniquement dans une pièce pour faire de la négociation commerciale, et là on leur disait vous allez vous retrouver pour non plus faire de la négociation commerciale, mais pour essayer de faire évoluer le process, les techniques et aujourd'hui la réglementation. Donc c'était une grosse révolution qui n'a pas forcément été toujours compris au départ par les autres associations présentes, et puis finalement bon an mal an et contre vents et marées, ils ont gardé le cap, et le résultat est aujourd'hui. Donc si vous voulez, quand on reprend les gens, c'est un représentant du laboratoire Guétan, un représentant du laboratoire Saint-Élabo qui est devenu plus tard Sanofi et tel qu'on connaît aujourd'hui, les laboratoires Sandoz, par l'industrie, la Calène, la société Stelmi. Donc c'est tous des gens qui ont compté et qui comptent encore aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique.
C'est né d'un besoin, d'un vrai besoin. Oui. C'est une super transition parce qu'au final, l'A3P, c'est un réseau et des rencontres de personnes autour d'un problème commun. Donc, vous avez à l'A3P les fameux GIC, donc ces groupes d'intérêt commun, où tous les gros sujets compliqués des entreprises du médicament sont traités. Donc, la liste des GIC, elle est disponible sur le site de l'A3P. Oui. Et donc, quel est l'objectif de ces fameux GIC ? Oui, alors la liste, elle est longue et elle continue de s'allonger. Ce qui est intéressant aussi à l'initiative de ces GIC, alors GIC pour groupe d'intérêt commun, c'est une remontée du terrain. Ça, c'est important de le souligner, de le signaler, parce qu'on fonctionne énormément comme ça au niveau de l'association A3P. Ce sont des échanges, de nouveau, toujours des échanges entre des hommes et des femmes, alors autour d'une table ou dans le cadre d'un événement, d'une formation, d'une journée technique. Ce sont ces échanges qui permettent en fait de mettre le doigt sur une problématique bien précise, un hot topic, un sujet d'intérêt pour lesquels ils ont des questionnements, pas forcément de réponses, mais dans tous les cas des besoins. Et notre rôle, nous, à 3P Service, c'est d'ouvrir nos oreilles, d'écouter tous ces échanges, de synthétiser tout ça, de remonter ces informations au niveau du conseil d'administration à 3P et de leur soumettre des propositions de GIC, l'objectif étant de regrouper des experts. Alors quand on parle d'experts, pour nous, c'est une personne qui, par rapport à une thématique, a entre 20 et 40 années d'expérience en pharma, donc c'est quelqu'un qui a déjà roulé sa bosse et qui sait de quoi il parle. L'idée, c'est de regrouper un groupe d'une vingtaine d'experts sur le thème qui a été identifié et de se donner des objectifs avec une temporalité qui est bien définie. Et aussi des objectifs concrètement identifiés. Ça, c'est vraiment important pour donner de l'énergie au groupe et pour vraiment se donner un objectif timé et donc d'avoir régulièrement des points d'étape et des points d'avancement pour pouvoir délivrer quelque chose en réponse aux besoins des industriels. Alors, généralement, quand la thématique est actée par le conseil d'administration, nous on fait un appel à candidature auprès du réseau A3P. Le réseau A3P, c'est 50 000 professionnels. C'est une base contact de 50 000 professionnels en Europe. L'idée derrière, c'est énorme. Oui, ça commence à être conséquent. C'est 35 années de travail, donc c'est aussi notre petit joyau. C'est vrai que c'est une base contact, on nous l'envie et c'est notre terreau. Mais voilà, on lance un appel à candidature auprès de cette base contact, ce qui nous permet de récolter des demandes de participation qui sont ensuite étudiées par un comité pour justement ne sélectionner que les profils les plus expérimentés par rapport à la thématique. Donc on n'est pas dans l'approche de formation, on veut vraiment regrouper des experts et ces experts ensuite vont se donner une temporalité pour pouvoir soit délivrer un guide technique et scientifique, soit animer une journée de conférence sur le thème qui a été identifié, soit participer, comme on le fait pour le congrès A3P, à l'une des 3 grandes thématiques qui est identifiée. Voilà, ou animer un atelier, faire des articles dans notre magazine La Vague sur la thématique. Suite à ces réunions de travail en groupe, l'idée derrière, c'est vraiment d'en faire bénéficier la communauté. Je vais prendre des exemples concrets. On a une approche, par exemple, sur les textes réglementaires vis-à-vis de nos GIC qui est vraiment intéressante dans le sens où quand un nouveau texte est publié ou quand un texte est au format de draft, et c'est de recouper des experts pour justement travailler sur soit de nouvelles propositions pour les remonter au niveau des autorités, soit quand le texte est directement publié, c'est de faire une démystification, une étude de texte, entre guillemets, pour permettre aux petits et moyens laboratoires de bénéficier de cette approche entre experts, parce qu'on sait que les gros laboratoires, eux, ont en interne un service réglementaire qui fera le travail et il le fera très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, les plus petits et les moyens, c'est une personne en interne qui va diviser son temps entre la qualité, la production réglementaire, la direction, les ressources humaines, les achats, et elle devra encore trouver du temps justement pour analyser ces prérequis réglementaires qui vont dicter, qui vont orienter ses choix stratégiques, et donc qui sont réellement très importants pour pouvoir justement faire ce travail de fond. Donc voilà, j'en ai dit beaucoup sur les GIC A3P, mais c'est vrai que le but, c'est d'apporter un complément, toujours pour les industriels, les fournisseurs, d'en faire bénéficier le réseau, la communauté, d'avancer toujours ensemble sur des problématiques d'intérêt. En complément sur ça, une chose très importante, c'est que dans cette salle ou dans cette organisation des GIC, les concurrents sont présents.
tous les concurrents sont bien présents et parlent. D'abord, il y a un accord de confidentialité. Il faut savoir que tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, les échanges qu'il peut y avoir lors de leur réunion ne peut être communiqué à l'extérieur qu'avec l'accord unanime de tous les participants. Si un met une objection, il est hors de question que nous communiquions dessus. Donc il y a vraiment un travail de partage, mais en toute transparence, et c'est ce qui donne, je pense, aussi dans les résultats et dans ce que l'on apporte à l'industrie au sens très large, à la fois industriel et fournisseur de l'industrie, des réponses et un niveau de qualité que tout le monde attend et retrouve, donc et trouve des bénéfices chacun. Donc ça, c'est vraiment important, et quand on lance, là il y a actuellement 3 nouveaux GIC qui vont arriver. Donc il y a le cycle de vie des méthodes analytiques qui est directement lié à un draft que l'USP a sorti, donc avec un commentaire qu'il va falloir sur lequel il va falloir travailler. C'est très court, puisque c'est l'USP 12-20, mais la deadline c'est fin novembre, et les gens qui vont participer à ce groupe sont vraiment très motivés, comme on a pu le voir avec l'annexe 1 où c'était vraiment très très court. On va avoir un GIC sur le remote audit, ça c'est une des conséquences du Covid, de la crise Covid dont on parlera un peu plus tard, mais voilà, faire de l'audit à distance, alors que c'est pas forcément accepté. Enfin, ce n'était pas forcément accepté parce qu'il fallait de la documentation et on est très papier encore dans l'industrie pharmaceutique. Donc là, il y a une mini révolution qui est en train de se faire, et cas de force majeure, on a bien été obligé d'accepter ces audits à distance qui ont été faits par certains clients auprès de leurs sous-traitants, ou voire même par certaines instances réglementaires. Et puis le dernier, c'est l'inspection visuelle. C'est un peu, je ne vais pas dire le serpent de mer, mais ça revient régulièrement. Il y a toujours des questionnements et des interrogations sur ces aspects-là. Donc, encore une fois, c'est pas le conseil d'administration qui décide, c'est vraiment le terrain, c'est des remontées des adhérents, des demandes industriels ou fournisseurs sur il y a tel sujet, et par contre oui, c'est analysé par le bureau exécutif ou par le conseil d'administration pour dire est-ce que c'est à la 3P de prendre cette problématique ou pas, ou est-ce qu'on est en mesure de le faire, parce qu'il y a aussi des moyens qu'il faut. Il y a 15 permanents à l'association, mais voilà, on a beaucoup d'activités, donc il faut pas non plus, on aime faire les choses, mais surtout les faire bien. Donc voilà, et c'est vraiment important. Et du coup, moi j'avais une question justement par rapport à ces GIC. Donc j'ai bien compris que c'était surtout des remontées d'adhérents, qu'on est surtout sur des problématiques plutôt techniques ou réglementaires globalement, et c'est bien lié aussi à l'historique de la 3P. Est-ce que moi, de par notre activité où on intervient beaucoup sur ce qui est organisationnel, est-ce que vous avez eu des demandes ou avez eu à travailler sur ce type de sujet au travers des GIC dans le passé, notamment tout ce qui tourne autour de l'organisation des équipes qualité, etc. Parce qu'on voit que sur les sites, il y a beaucoup de questions qui se posent et en même temps, c'est pas forcément des sujets qui sont souvent abordés au travers des associations, et notamment donc dans la 3P, on a beaucoup de sujets qui sont abordés, mais sur l'organisation en elle-même, comment on structure les équipes qualité, des choses comme ça, c'est pas forcément abordé non plus. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà eu à aborder dans le passé, ou que vous avez eu des demandes sur ça? Alors Arnaud, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on est vraiment orienté très très process, très opérationnel, avec des thématiques. Ça va être le rouging, particules visibles, protection visuelle, lyophilisation. Donc on est vraiment dans le process. Après, derrière chacun de ces process, en effet, il y a des hommes. Il y a une organisation qui doit être pensée. On a des approches qui sont souvent liées à des textes réglementaires, à la partie CHQ2, la partie QBD, et c'est des thématiques qui commencent en effet à être pointées du doigt par nos adhérents, les administrateurs à 3P. La preuve, l'un des thèmes du congrès 2019, c'était aussi la partie humaine.
à laquelle d'ailleurs tu as participé. Hein. Ouais. Derrière, c'est vraiment aussi se rapprocher de toute l'organisation qu'il peut y avoir autour de chacun de ces procédés. Alors actuellement, en effet, ce n'est pas clairement identifié dans les thèmes par rapport ne serait-ce qu'à Nogic, mais tu vois, ça commence à rentrer. Ça commence à monter, ouais. Les adhérents commencent à demander. Ouais, d'accord, ok, c'est intéressant. Vis-à-vis de nos événements, et donc petit à petit, en effet, c'est l'occasion, et peut-être que la première pierre d'un nouveau J qui est en train de naître dans le cadre de ce podcast, pourquoi pas, autour d'une thématique bien définie, qui est comme tu l'as défini, celle qui est dans l'organisationnel. D'accord, ouais, donc c'est plutôt, encore une fois, comme c'est les adhérents, là, c'est des sujets qui commencent à sortir. Mais c'est vrai que c'est aussi des sujets qui, nous, on le voit auprès de nos clients, hein, qui commencent à être de plus en plus présents dans les questionnements des personnes, quoi. C'est aussi quelque part, je pense que tout le monde l'a toujours eu en tête, hein, cette approche, mais la première réponse qui était peut-être la plus rapide et à mettre en place, c'était de se dire, on va mettre le doigt sur la partie formation, on va former. Les gens reviendront peut-être plus aguerris, plus expérimentés, ou avec une mise à jour formatée du disque dur sur les nouveautés en cours. Voilà, hop, on a fait le nécessaire, c'est bon, tout le monde est prêt. Et peut-être que la formation, alors c'est indéniable, ça a une importance cruciale, mais il y a aussi en interne une organisation qui peut être peut-être pensée et repensée avec des faits d'actualité, comme la crise Covid, d'autres faits d'actualité. Ça peut être la partie digitalisation de certains process aussi, qui font qu'il y a une réorganisation en interne, des compétences différentes à acquérir. Il peut y avoir des tas de choses, donc je pense que l'un fonctionne avec l'autre et c'est important de l'avoir en tête. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est vrai que les GIC, c'est vraiment quelque chose moi qui m'intéresse beaucoup parce que je les utilise effectivement pour démystifier, comme tu l'as très bien dit, les textes. Et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite quand on a l'avis et du coup le feedback de beaucoup de laboratoires. Et c'est ça qui manque sur beaucoup de sites. C'est souvent on entend chez machin ils font ci, chez truc ils font comme ça. Et du coup, ça, en fait, ça donne un son de cloche commun qui est, moi, je trouve, très utile, qui manque souvent. Dans la vidéo de présentation de la 3P, qui est très très bonne d'ailleurs, qu'on peut trouver directement sur le site, vous dites que vous faites des propositions alternatives aux autorités. Est-ce que vous avez déjà eu des réussites concernant des propositions alternatives Oui, c'est vrai que cette partie-là, on en a un exemple qui est flagrant, hein, c'est avec l'annexe 1, et c'est important qu'on parle de l'annexe 1 parce que c'est le référentiel pour les produits stériles. Voilà, 3P parentéral, c'est notre... Voilà, nous devons nous impliquer par rapport à un texte. On en est comme l'annexe 1, hein, on en est à version 12 là en 2020, toujours à l'état de draft, hein, qui n'est pas publié. C'est un texte réglementaire que l'on suit maintenant depuis plusieurs années. On a un JIC à 3P annexe 1 qui existe depuis 2014, si je dis pas de bêtises, qui a déjà eu de nombreuses réunions pour justement apporter des compléments ou des modifications quant aux différents chapitres, aux commentaires qui étaient proposés toujours à l'état de draft, hein, puisque c'est un texte qui est toujours à l'état de draft. Là, on a eu du coup une activité qui a été en recrudescence par rapport à la version 12, donc ça a été l'activité même principale de notre confinement à tous. On a relancé notre GIC par rapport à ce texte qui est pour nous vraiment crucial, et le groupe d'experts qui a été constitué pour étudier l'ensemble des chapitres, démystifier ce texte, a remonté plus de 140 commentaires auprès de l'EMA, donc l'instance qui chapeaute, qui régit justement 140. Oui, 140 commentaires en tout, ouais, tout à fait, sachant qu'on a aussi sollicité le réseau industriel de la 3P avec, au total, je n'ai plus le nombre en tête, 19 laboratoires qui nous ont remonté aussi leurs propositions. Ça reste des propositions de commentaires. Alors, est-ce que nous avons eu des succès par rapport à des alternatives, des commentaires, des propositions de commentaires sur des textes que nous avons fait remonter au niveau des instances réglementaires? Ce serait peut-être fort de dire que oui, mais l'objectif principal, il est surtout, et ça c'est vraiment important de le comprendre, il est surtout de permettre au tissu industriel que nous représentons, pas forcément que français, hein, on représente aussi, on est présent en Suisse, Belgique, Italie, Espagne, dans les pays du Maghreb. Il est important pour nous de donner en fait cette tribune aux industriels de manière à ce qu'ils puissent aussi exprimer leur point de vue et faire justement remonter leurs commentaires, leurs propositions par rapport à des textes clés pour l'industrie pharmaceutique, parce que sans ça, c'est partir dans l'idée que on va subir
la réglementation comme elle est publiée et on n'aura pas participé justement à la construction de ce texte et on n'aura surtout pas donné la possibilité aux industriels d'être acteurs aussi de leur quotidien professionnel. Et en effet, Grégoire, pour compléter cela, jusqu'à il y a peu, la voix française était absolument pas entendue. On n'avait pas voix au chapitre, ou tout au moins on prenait pas part à toutes ces discussions. J'ai envie de dire grâce au GIC ou grâce à la volonté de certains adhérents et donc constitution de ces GIC, on a voix au chapitre dans les discussions auprès de l'EMA, à tel point que pour cette V12, on a été identifié par l'EMA faisant partie des 14 associations mondiales qui pouvaient et qui avaient le droit de présenter tous les commentaires à l'EMA. Donc c'est un super. Qui était nouveau, mais c'est une belle reconnaissance et pour l'industrie française et pour nos adhérents. Et en plus, entre-temps, dans ce processus qui s'est mis en place, l'idée par la PDA, il y a eu un groupement d'associations pour identifier entre toutes ces structures qui travaillaient chacune de leur côté et auprès de leurs adhérents ou auprès de leur réseau, les points de convergence pour faire un document unique et un courrier unique auprès de l'EMA qui était signé par toutes ces associations. Donc nous faisons partie aussi de cette Joint Association qui a appuyé sur des points bien précis. D'ailleurs, cette lettre est disponible sur le site. Et donc, c'est important parce que c'est une reconnaissance. Et ça ne s'arrête pas. C'est pas parce qu'on a rendu en juillet nos commentaires que ce groupe d'associations a voulu s'arrêter. Ça se poursuit au sein de l'EFPIA, donc l'association des associations au niveau européen, et ce travail continue, se poursuit au sein de l'EFPIA. Donc il y a une forme de reconnaissance, même si toutes les propositions sont pas acceptées ou sont pas prises à la lettre, on a quand même voix au chapitre. Et c'était vraiment ce que le conseil d'administration de la 3P voulait dans son plan, on en reparlera un peu plus loin, mais ce qu'on a appelé la 3P 2020, c'était qu'on ait une reconnaissance internationale et qu'on fasse partie des discussions et pas uniquement subir. C'est bien, ça permet d'avoir effectivement un vrai poids et de pouvoir influencer un minimum, en tout cas donner la voix du terrain. Oui. Et si on n'essaye pas, de toute façon, ça n'arrivera pas. Tout à fait. Mais vous savez, pendant longtemps, on était vus comme les petits poussets, enfin les tout petits et qui n'ont pas voix au chapitre. Et non, mais laissez donc parler les grands. Pas dire qu'on est rentré dans la cour des grands. Mais on a fait entendre notre voix. C'est un peu le village gaulois, vous savez, moi c'est l'image, mais je suis pour Astérix, donc mais c'est important. Alors on parle de l'Europe et on parle de l'EMA. Il faut pas oublier que nous avons une reconnaissance depuis maintenant 6 ans auprès de l'USP. Alors on est sur donc c'est la pharmacopée américaine, hein, on est au premier niveau puisque nous sommes conviés tous les 3 ans. Donc ça fait 2 fois maintenant à leur convention et congrès qu'ils organisent. Et le premier niveau, c'est ce qu'ils appellent observers, c'est-à-dire qu'on peut participer, on peut aller à tous les groupes de travail, mais comme le terme l'indique, on observe, pas agir, quoi. Mais au moins déjà, on est reconnu. Donc on est reconnu au niveau de l'USP, on est reconnu au sein de l'EMA, et puis régulièrement, alors là c'est au travers plus de la partie de e-compliance ou data integrity, nous commentons ou répondons à des demandes du WHO. Donc il y a une partie réglementaire qui s'est complètement développée et encore une fois à la demande des adhérents. Donc du technique, process, technique, innovation, on a rajouté, on va dire, un volet qui est le volet réglementaire et qui est dans l'air du temps, hein, de tout ce qui se passe et de tous les changements actuels et à venir surtout. C'est incroyable, je savais pas que c'était aussi tentaculaire. Vous aviez un peu les pieds dans toutes ces instances. Quand tu as dit tout à l'heure que la France n'avait pas avant son mot à dire dans les réglementations, qu'est-ce que tu entendais par là ? Alors, si, on avait notre mot à dire. Simplement, on est au niveau industriel, au regroupement au niveau associatif, nous ne participions pas aux discussions.
Bien évidemment que les industriels et les grands groupes ont chacun des représentants dans toutes ces instances-là, ce qui est normal et logique, tout comme ils ont des représentants dans différentes associations et un même groupe participe à la 3P, à la PDA, à l'ISPE, à l'ECA, enfin voilà, à différentes associations. Ce qui est important parce que ça fait un benchmark, ça fait aussi un partage des connaissances. Mais au niveau associatif, intervention, ou tout au moins remontée d'informations comme on le fait maintenant depuis, on va dire, 2014-2015, non, ça ne se faisait pas. Donc moi, ce que j'entendais sur le terrain, c'est que les industriels, alors c'est un peu le côté français de râler, une fois que les textes étaient là, on n'était pas d'accord et on n'était pas content. Oui, mais qu'est-ce qu'on avait fait pour essayer de faire entendre notre voix? Pas forcément la faire accepter, mais contribuer, participer aux discussions et prendre part au processus d'évolution, au processus de changement de la réglementation. Donc c'est important. Notre industrie est bien présente. On contribue. Bon, même s'il y a une désindustrialisation, il semblerait qu'il y ait un changement là-dessus et ça va revenir, tant mieux. Mais il faut qu'on continue à avoir voix au chapitre. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment un des mottos de l'association. Mais encore une fois, tout vient des adhérents. D'accord. Ouais, et c'est ce que je trouve qui est assez intéressant, et pour rebondir sur la question de Paul-Adrien, c'est qu'en fait, grâce à cette association, ça donne la possibilité à des structures peut-être qui étaient plus petites, qui n'avaient pas la possibilité de faire entendre leur voix, de la faire entendre au travers de l'association. Parce qu'effectivement, avant l'association, les grands groupes pouvaient faire entendre leur voix, mais pour autant, il reste toujours des acteurs plus intermédiaires ou petits. Pour aller accéder et faire entendre sa voix, ça devait être compliqué, quoi. Oui, tout à fait, t'as raison Arnaud. C'est aussi quelque chose d'important, c'est que par exemple dans un GIC, nous on essaie de faire en sorte qu'il y ait maximum peut-être 2 représentants par société. L'idée c'est pas d'avoir un bloc de 5-6 experts issus du même moule, mais bien justement de mettre en relation et d'avoir de l'interaction entre des petites, moyennes et grandes structures. Les expériences sont différentes mais vraiment complémentaires. Et donc le retour qui sera fait aux instances réglementaires via des propositions de texte prendront en considération le petit, le moyen et le grand qui n'ont pas du tout le même levier, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue temps, d'un point de vue homme. Les cartes sont vraiment différentes pour chacun. L'idée c'est d'avoir quand même un consensus qui soit intéressant pour tout le monde. Et ça c'est primordial pour A3P. Si je prends l'exemple de l'annexe 1 de nouveau, ça permet aussi une montée en compétence de tout le monde. Certes, on est sur un travail de proposition par rapport à un draft. Il n'empêche que l'étude de ce draft permet à chacun des industriels présents dans le GIC et aussi aux autres industriels, puisqu'on a fait des restitutions via des webinars sur les travaux qui étaient en cours, permet aussi à tout le monde de monter en compétence, d'avoir une compréhension déjà accrue du draft, donc de se préparer aussi pour la version définitive. Donc voilà, tout ce travail de fond, en plus d'être force de proposition, c'est aussi permettre aux industriels de gagner du temps, d'avancer dans la bonne direction, de se positionner. Voilà, c'est primordial, c'est vraiment un tout. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver les résultats des GIC ? Alors chaque GIC a dans la charte, quand on crée un GIC, comme on l'a expliqué, on a une charte qui définit déjà toute la partie confidentialité, la bienséance, la déontologie autour des échanges, des interactions, et il y a aussi un chapitre qui est dédié aux objectifs. Chaque GIC définit son objectif et la temporalité associée. Donc pour un GIC, ça va être la création par exemple d'un guide technique scientifique, donc bonne pratique en gros, ou un autre GIC va se dire nous ce que l'on aimerait c'est organiser une journée de conférences et d'échanges parce que c'est pour nous le meilleur levier pour justement faire la restitution de ces travaux, ou d'autres, ça va être la création d'un poster ou d'un article dans le magazine La Vague. Donc tout dépend finalement du délivrable, tout ce qui est documentation, guide, article La Vague,
autre support sera disponible sur le site A3P en téléchargement, généralement dans l'espace adhérent. Il faut adhérer à l'association A3P pour pouvoir le récupérer. Quand c'est un événement, derrière, c'est A3P Service qui organise cet événement et idem, il faut s'inscrire à l'événement pour justement se joindre à cette communauté et participer à tous les échanges. Voilà. Je prends l'exemple des 5 webinaires Annex 1 qui ont déjà eu lieu et le 6e et dernier aura lieu la semaine prochaine sur le chapitre technologie barrière. Les 5 supports de présentation qui ont été présentés sont disponibles dans l'espace adhérent du site A3P. Donc voilà, chaque industriel laboratoire qui souhaite déjà se positionner sur différents hot topics, la partie CCS, la partie filtre, stérilisation, peut aller récupérer ces supports de conférence et déjà travailler sur la base de l'analyse qui a été faite par les membres du GIC. Donc c'est vraiment du contenu pertinent. Il y a un système de recherche qui est à disposition, donc il suffit de taper un mot-clé. Et on a déjà une bonne base documentaire qui permettra d'aider tout le monde. Donc adhérer, c'est vraiment utile pour en avoir utilisé certains, c'est vraiment bien. Donc c'est une super transition parce que l'A3P, c'est également la vague. La vague, c'est un truc que moi je trouve complètement fou. C'est un magazine trimestriel qui est gratuit et tous les numéros sont disponibles en ligne. Donc distribué, d'après ce que j'ai vu, à 16 000 exemplaires. Donc c'est quand même une grosse publication et du coup je l'ai moi-même utilisé le numéro de juillet 2017 pour la validation de nettoyage des formes sèches qui parlait à l'époque du PDE. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'introduire dans le sujet. Donc quelle est la ligne éditoriale de ce magazine ? Alors juste, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que tu vois, ça fait aussi une bonne transition que tu parles de cet article en 2017 sur la validation de nettoyage. C'est clairement le premier délivrable du GIC validation de nettoyage. Tu vois ? Et leur objectif, c'était d'abord de faire un article et ensuite de faire une journée autour de ce thème validation de nettoyage, puis le guide. Voilà, donc tu vois, chacun définit alors certains ne font que des articles ou certains ne font que, il n'y a rien de péjoratif dans ça. Ouais, mais à l'A3P, surtout service, on en voudrait toujours plus. Donc, mais non, il y a rien de péjoratif. Après, il faut pas oublier autre chose. C'est ce qu'on dit nous à tous nos collaborateurs qui sont des permanents. On s'adresse à des gens qui sont des bénévoles. On s'adresse à des gens qui donnent de leur temps à l'association, pas uniquement cotisation, mais donnent de leur temps et c'est de l'argent, et c'est toujours en plus de leur vie professionnelle, leur vie familiale. Je le mets dans cet ordre-là, c'est pas très logique, mais c'est souvent comme ça malheureusement. Quelquefois, ils sont déjà impliqués dans d'autres associations ou d'autres structures ou d'autres bénévolats et ils font en plus donnent de leur temps pour la 3P. Donc c'est important. Faut pas non plus trop en demander, faut pas dénigrer. Ils font beaucoup pour nous et surtout, la plupart écrivent aussi des articles. Et donc, c'est une manière d'aller alimenter ces numéros. On est quand même au 69e numéro, comme tu disais, donc c'est un trimestriel. Chaque numéro, c'est à peu près 7, 8, 9 articles. On a depuis, avant il n'y avait pas vraiment de ligne éditoriale et puis comme il y a de la publicité dedans, puisque nos fournisseurs, c'est aussi un moyen de communiquer, de marketer, il faut qu'ils s'identifient et c'est un peu logique. Donc on a depuis 4 ans, on a un peu plus, on va dire, professionnalisé cette activité et on met des lignes éditoriales qui sont soit en lien avec l'actualité professionnelle, industrielle, soit en lien à une activité, on va dire, A3P. Donc clairement, si je prends les thématiques à venir pour l'année prochaine, on sera sur le Contamination Control Strategy en janvier et sur un aspect robotique. Donc voilà, souvent il y a des thèmes. Le numéro du mois de, on va dire, avril, on sera sur dossier de l'eau, libération et technologie barrière, mais plus dossier de l'eau, libération. Le numéro, on va dire, de juillet, on sera sur la partie analytique et un sujet qui va venir en 2021, c'est ce qu'on appelle le QC du futur, Future QC.
qui est important, dont beaucoup de gens, on en parle, mais on ne sait pas trop comment bien l'identifier. Donc voilà, il y a une réflexion aussi au sein de certains adhérents. Et puis le dernier, celui qu'on veut dire du mois d'octobre, c'est toujours sur les thèmes du congrès, vraiment lié avec les 2-3 thèmes du congrès. Donc à chacun, il y a un invité éditorial aussi qui nous accompagne dans la recherche des articles. C'est un industriel, c'est un fournisseur, c'est des gens qui s'impliquent dans la vie de l'association. D'ailleurs, Arnaud, je crois que tu es pressenti pour être invité éditorial. Tu es invité éditorial du numéro de me semble-t-il, d'avril sur le sujet. Le dossier de l'eau Libération. Voilà, super. Voilà, il y a aussi un administrateur qui fait l'édito, un administrateur qui fait le billet d'humeur, un comité de lecture qui relie tous ces articles parce que, encore une fois, ces articles qu'on réunit sur un même thème, scientifique ou technique, mais surtout pas commercial. On est très vigilant. On n'est pas là pour faire la promotion ou le travail commercial d'un fournisseur plus qu'un autre. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la force de la 3P, c'est cette forme d'indépendance. Il faut préciser qu'en 35 ans, la 3P n'a jamais eu une seule subvention. Nous vivons en autofinancement. Ah, c'est important. Les gens nous font confiance aussi et continuent à travailler avec nous, notamment les fournisseurs, parce qu'ils savent que on est totalement impartial. On va pas pousser plus l'un que l'autre. Pourquoi ? Il y a pas de copinage. Il y a pas, bien évidemment, dans la vie de tous les jours, on peut apprécier plus une personne qu'une autre. Mais là, c'est du professionnel. Tout le monde est sur le même niveau. Et s'il y a une valeur ajoutée ou d'un point de vue scientifique et technique, oui, nous l'acceptons. Si c'est pour faire la promotion, je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort et le moins cher, c'est pas nous. C'est pas à nous de faire ça, et c'est surtout pas, ça n'apportera aucune valeur ajoutée au lecteur. Ouais. Voilà. Comme tu l'as dit en introduction, tu as eu l'occasion justement d'utiliser un article sur un thème bien précis, le calcul du PDE, qui était un gros point d'interrogation, c'est toujours le cas d'ailleurs par rapport à la validation de nettoyage. C'est vraiment l'essence de nos articles, comme de nos conférences, comme de tout ce qui est publié via notre asso, c'est d'apporter justement, alors peut-être pas des réponses définitives, en l'occurrence pour le PDE, mais des pistes de réflexion, des raisonnements, des retours d'expérience d'industriels qui ont eu à faire face aussi à ces problématiques et qui ont trouvé des solutions, des alternatives et qui veulent les partager avec d'autres industriels. Les différents articles publiés dans nos différents numéros de la vague ont vraiment cette même philosophie. Je ne peux que conseiller à tous les étudiants ou les jeunes sortis d'études pour se former sur un sujet, de rechercher s'il n'y a pas un article La Vague présent sur le sujet qu'ils ont à traiter. C'est vraiment bien et ça apporte des éléments de réponse et commencer un sujet, en tout cas, c'est vraiment super. C'est un vrai outil. Clairement. Ça contribue à la formation, ça contribue à l'apprentissage et voilà, c'est un des outils que nous avons à disposition. Encore une fois, excellente transition. C'est travailler à l'entraînement, ça. Donc, la 3P fait également des formations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des formations de la 3P ? Qui est-ce que ça concerne ? Qui les réalise ? Oui, bien sûr. C'est toujours intéressant aussi de refaire un petit focus sur la genèse d'eux. Ça permet de comprendre assez facilement la démarche. Il y a une spécificité lors du congrès international A3P qui a lieu tous les ans à Biarritz, qui dure 3 jours. La journée du mercredi est consacrée à des ateliers. Alors, beaucoup connaissent le format des ateliers. Un atelier, c'est 15 ateliers d'ailleurs qui sont proposés au cours de cette journée avec la possibilité de ne participer qu'à un seul atelier. Pourquoi ? Parce qu'il dure vraiment toute la journée. Et c'est une confrontation par rapport à une thématique toujours. C'est un double point de vue, le point de vue industriel et fournisseur, qui sont les 2 personnes qui vont animer cet atelier. Et cet atelier, c'est quelque part une formation en soi, même si ça n'a pas le statut de formation, puisqu'on reste dans le cadre d'un événement, donc pas une formation. Mais c'est, on peut le dire, une approche similaire, identique à celle d'une formation. Et à l'issue, en fait, de plusieurs éditions du congrès de Biarritz, avec justement ces fameux ateliers, plusieurs adhérents nous ont fait la remarque en nous disant « mais c'est super intéressant, moi j'ai appris plein de choses dans le cadre de ces ateliers. Il y avait une partie théorique, il y avait une partie pratique sur laquelle on a travaillé sur des exercices concrets, en sous-groupe, avec un échange de bonnes pratiques, avec un échange entre industriels, sur du réglementaire, partie qualité, partie management. J'ai appris beaucoup de choses et j'aimerais
que 2, 3, 4 personnes de mon équipe du coup aient ces compétences, participent à cet atelier. D'une année sur l'autre, on ne peut pas assurer que l'atelier sera reconduit parce qu'il y a une sélection qui se fait bien. Évidemment, c'est trop compliqué. Ouais. Voilà, et surtout le but, c'est par rapport aux thématiques du congrès de Biarritz, c'est d'associer des ateliers qui soient aussi en lien. Donc, on ne peut pas assurer que d'une année sur l'autre, les ateliers soient identiques. Donc, de fil en aiguille, on dit, écoutez, pourquoi ne pas proposer cette fois, mais vraiment sous le format formation, une voire 2 journées, alors soit en inter, c'est-à-dire dans les bureaux A3P à Lyon, soit on l'organise dans une salle à Paris ou autre, avec ce module monté comme un programme de formation pour permettre justement aux différents industriels de participer et de mélanger aussi ses compétences. Donc voilà, de fil en aiguille, il y a un programme de formation qui a été créé sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Donc là-dessus, tout est disponible sur le site A3P en termes de modules. On a une 30aine de modules de formation avec la possibilité de l'avoir du distanciel aussi depuis la crise Covid. Ça fait partie des prérequis maintenant, voilà. Mais bon, voilà, tout ce qui est validation de nettoyage, lyophilisation, rouging, gestion d'une boucle d'eau, microbiologie, inspection visuelle, QBD, CPV, voilà, c'est autant de thématiques qui sont traitées dans le cadre de formation. Et à l'image des personnes qui ont animé nos ateliers, ce sont aussi nos experts qui ont été mandatés, du coup, pour devenir formateurs. Alors, bien entendu, c'est une démarche qu'on a construite avec eux. Ils devaient accepter aussi le fait bien entendu. Et derrière, ça nous a permis de créer de créer plusieurs modules de formation qui sont maintenant bien reconnus au niveau des industriels, avec une partie redondante où généralement on retrouve tous les 2, 3, 4 ans des personnes qui reviennent dans certaines de nos formations pour se former. Voilà. Comment vous faites alors, c'est à partir du moment où il y a 5 personnes inscrites pour ce module, vous déclenchez la réalisation ou? Oui, il y a un minimum, bien entendu, parce que le but, c'est quand même qu'il y ait un échange aussi entre les participants. Donc, c'est à peu près 5-6 personnes, le minimum, pour valider, en fait, un module. Une fois qu'il est validé, la date était déjà définie en amont. Les personnes se retrouvent, donc, soit en présentiel, soit en distanciel. Et on a nos animateurs qui influencent, donc, la partie théorique, pratique. Et ensuite, il y a un échange entre eux. Vraiment un module de formation, j'allais dire, entre guillemets, classique, quoi. D'accord. Arnaud, tu as des questions sur les formations ? Non, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que les formateurs effectivement sont des experts, des fois des industriels en fait, et du coup, moi qui ai cherché. Après, il y a eu le confinement, donc j'ai malheureusement pas pu y aller, mais moi qui ai cherché des formations sur tout ce qui est Quality Risk Management, c'est vrai que c'est rassurant de voir au travers d'une association comme ça, de pouvoir accéder à ce genre de formation. Et donc, moi je trouve ça vraiment très bien. Donc, j'ai pas de questions particulières sur ce sujet, je trouve ça assez intéressant, quoi. Juste pour compléter par rapport à la partie formation, parce que c'est quelque chose quand même de nouveau, mais qui a un intérêt, et parce que c'est issu aussi d'un GIC. C'est vrai qu'on est beaucoup sur la partie théorique avec des exercices sur table, mais on a passé un cap aussi avec de la formation pratique. Je prends l'exemple, on a donc un GIC technologie barrière, et dans ce GIC technologie barrière, on a différents focus avec des sous-groupes, un sous-groupe qui travaille sur le mode campagne, sous-groupe qui parle de l'approche de transfert, et on a un sous-groupe qui est vraiment orienté sur les problématiques liées aux gants rond d'épaule. Et c'est un point de faiblesse dans tous les isolateurs, la partie gants. Voilà, ça c'est clairement identifié. Et on nous a sollicité et on nous a challengé pour nous dire, voilà, il y a des données intéressantes dans ce GIC. Est-ce qu'il serait possible maintenant d'avoir une formation pratique à l'inspection visuelle du gant pour justement permettre à nos opérateurs et même nos responsables, parce que dans cette formation, il n'y a pas qu'une partie pratique, il y a aussi une partie réglementaire et une approche sur toutes les méthodes d'identification, de gestion, voilà, de gestion des trous dans les gants. Mais il y a aussi cette approche pratique où sur différentes matières, différents gants, on va volontairement entailler les gants avec différents diamètres, différents types de trous, d'éraflures, de déchirements, pour éduquer, pour permettre à ces gens de rencontrer différentes problématiques et d'être meilleurs dans leur univers professionnel quand il s'agira de détecter de tout petits trous avec une lumière adaptée et tout ce qui va bien. Toutes les techniques. Il y a vraiment aussi une démarche d'aller vers le côté pratique, et ce module de gestion de trous dans les gants a été développé dans ce sens, et ça c'est bien, ça. Voilà, ça intéresse vraiment les gens.
Ça, c'est intéressant qu'il y ait de la pratique. C'est vrai qu'on ne propose pas souvent. En fait, on n'en voit jamais quasiment des formations qui incluent une partie pratique. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Après, ça veut dire que ça demande aussi une gestion technique. Hein. Nous, on a fait développer du coup des bancs de test avec des ronds d'épaule sur lesquels on peut justement fixer différents gants. On a mis en place un espèce de module où les gens sont timés par minute pour identifier un certain nombre de trous. Il y a un exercice pratique. C'est vraiment le module, il dure 2 jours. C'est les membres du GIC, donc Technologie Barrière du groupe Gand, qui ont créé ce module. Il est vraiment génial. Les retours qu'on a de tous les participants, c'est super. Et il se termine par la visite d'un site de fabrication de gants. Donc c'est vraiment complet, quoi. On a l'historique du gant, on a la méthodo, on a le réglementaire, on a l'approche qualité. C'est complet et je pense qu'on va aller dans ce sens-là sur d'autres problématiques, le positionnement des sondes dans les isolateurs. Voilà, il va falloir qu'on décuple toutes ces thématiques. Ça fait encore beaucoup de boulot, mais c'est vraiment important. Super. Donc, on a bien compris pourquoi, quel intérêt on avait de rejoindre l'association de l'A3P. Donc, avec tous les résultats des GIC, avec le partage, avec toutes ces formations, ce benchmark. Et donc, j'aurais aimé savoir, alors, quelle est la stratégie pour les années à venir de l'A3P ? Ouais, avec, si je peux me permettre, pour augmenter la question, je pense que mine de rien, ce coronavirus-là, ça doit impacter fortement ce type d'activité. C'est bien dommage, mais du coup, ouais, c'est quoi la stratégie par rapport à ça ? Parce que c'est vrai que, à titre personnel, moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ces moments où on se retrouve physiquement. Voilà, le congrès à 3P, ce genre de choses, c'est vraiment des moments privilégiés. Et malheureusement, aujourd'hui, on est un peu bloqué sur ça. Du coup, comment est-ce que vous prévoyez d'aborder ça ? Écoute Arnaud, tu as tout à fait raison. Hein. L'ADN de l'A3P, c'est vraiment une dynamique de présentiel, hein, de partage de connaissances, de réseautage, d'informations et même d'essayer d'en apprendre un peu plus, hein, et donc de se confronter avec des experts. Alors c'est vrai que cette dynamique a été fortement stoppée avec la crise Covid, hein, donc on a bien évidemment, hein, on est connu pour nos congrès et nos forums, hein. On fait absolument pas de salon, hein. Nous on sait pas faire de salon, donc c'est chaque fois des journées techniques, des congrès ou des forums. Mais par contre on a cette crise, pour nous, on l'a prise plus comme une opportunité. C'était aussi le moment de travailler sur des sujets sur lesquels pendant longtemps on a dit ah tiens, il faudrait qu'on fasse ça, ah tiens, il faudrait, puis pris dans le quotidien comme tout le monde, hein, souvent le nez dans le guidon, on le faisait pas ou on laissait passer les mois, les années et autres, et là on a dit c'est l'opportunité à la fois de retravailler, on va dire, notre manière d'organiser tous les GIC, par exemple. Ça a été un travail que l'on a fait. Et puis de travailler sur de nouvelles offres ou de compléter celles existantes qu'on va retrouver quand on pourra refaire du présentiel, parce que on fera, hein, c'est vraiment, on reviendra à cela, hein. C'est les relations entre les personnes, comme tu disais, et ça manque. Cette semaine, nous avions eu la chance, on a pu organiser un événement en Suisse. Mais c'est incroyable de voir comment les gens étaient heureux de se retrouver. Ah bah ouais, j'imagine. Et de se dire, qu'est-ce que ça nous a manqué ? Qu'est-ce que ça nous a manqué ? Moi, je l'ai entendu toute la journée. Et on était une petite 60aine de personnes. Alors, on a respecté, hein, bien évidemment, enfin, on connaît la convivialité de l'A3P et d'habitude, ça se termine par un cocktail. On n'a pas pu le faire. Mais voilà, c'était un déjeuner assis avec beaucoup de distance, voilà. On envisage, bien évidemment, cette crise nous a obligés d'envisager de nouveaux outils, hein, des visioconférences, de l'e-learning, essayer et puis même de continuer à se réunir via Zoom ou Teams, mais c'est pas pareil. Il y a un manque. Enfin, voilà. Donc on a testé, hein, on teste. Hein, il y a eu des événements sur la stérilisation, sur l'annexe 1. À venir, il va y avoir un webinaire sur le QRM, sur de l'analytique, sur la microbio. Les gens sont au rendez-vous, mais il manque un pan qui est le plus important chez nous, enfin qui est très très important, c'est ce fameux réseau, c'est ce fameux partage, c'est ce fameux relations humaines, et qui font partie des fondamentaux de l'association. Alors, comment aussi on travaille sur l'avenir, hein, ce que tu m'as posé comme question aussi, la deuxième partie de la question. On travaille par plan.
Le dernier, c'était A3P 2020, donc il se terminait avec 2 objectifs. Le premier, c'était l'internationalisation de l'association. Et le deuxième, c'était une reconnaissance au niveau des instances européennes et être parmi, on va dire, les 3 associations européennes reconnues. Je pense que ces deux objectifs ont été atteints, même si c'est pas fini. C'est un processus qui est continuel. Il faut le poursuivre. On est en train de travailler avec le conseil d'administration de l'association, puisque là, c'est 30 hommes et femmes qui sont répartis dans un collège fabricant qui représente donc l'industrie pharmaceutique et un collège fournisseur, encore une fois, qui représente le panel de fournisseurs sur le marché. Ces 30 personnes vont travailler sur l'A3P 2025. Bien évidemment, l'internationalisation continuera. La représentativité au sein des instances réglementaires, on va essayer de l'accroître. Et puis, il y a d'autres sujets qui vont venir, qui sont tout aussi importants. Peut-être de nouveaux outils. Le podcast peut en être un, très certainement. On le découvre et je pense que voilà, ça a fait mûrir des idées. Voilà, mais on reviendra rapidement à notre objectif, c'est de créer des liens entre les professionnels. Et c'est vraiment tout ce que l'on fait, tout ce que l'on organise, c'est ça. C'est le but premier de l'association, c'est ça. Oui, aujourd'hui la 3P, c'est moi quand je le présente, je dis avant tout c'est un réseau. Allez-y, utilisez-le et ça commence. Nous, on a des demandes qui viennent maintenant directement, qui nous sollicitent et ça, voilà, on est reconnu aussi pour ça. Et juste en complément, et parce qu'on est vraiment attaché à ce relationnel, les événements de cette année qu'on a dû justement convertir au format virtuel n'englobent pas d'exposition. Qui pour nous, et voilà, si on ne peut pas se serrer la main et échanger directement avec quelqu'un, c'est très compliqué d'avoir de l'interactivité à ce niveau-là. Toutes les conférences et les ateliers, les positionner en virtuel, c'était quelque chose d'envisageable, d'autant plus qu'un événement pour nous, c'est quasiment une année de préparation en amont. Donc, je veux dire, nous, nos speakers, ils sont prêts, ils sont dans les starting blocks. C'est les premiers déçus de ne pas pouvoir se déplacer pour présenter justement leurs interventions. Bon, voilà, la situation fait qu'on n'a pas le choix, mais par contre, clairement, pour la partie exposition, on a été transparent et très clair avec tous nos partenaires en leur disant, voilà, nous, la e-exposition, on n'y croit pas du tout. On pense que vous allez être déçus. On préfère clairement vous dire cette année, on annule. On vous rembourse ce qui doit être remboursé ou vous positionnez sur l'année prochaine, mais parce que ce que l'on souhaite, c'est que vous ayez justement les contacts et les échanges que vous attendez avec tous les industriels, et eux attendent la même chose. Donc voilà, il y a un positionnement qui est clair. C'est si on le fait, c'est parce que il y a des gens qui ont bossé derrière et il y a du contenu qui est intéressant, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Par contre, ce qui doit se faire en présentiel ne se fera que en présentiel. Voilà, on mélange pas tout. En tout cas, je suis extrêmement content d'entendre quelqu'un enfin qui dit que le coronavirus c'était une opportunité plus qu'un frein. Mais du coup, je trouve ça super bien et c'était effectivement l'occasion de prendre un virage intéressant. Donc, tu veux dire ? T'as pas le choix. Soit on se recroqueville et on coupe le son et l'image et on est hors circuit. Figure-toi que c'est l'attitude de beaucoup de personnes quand même. Oui. Il faut souligner quand quelqu'un arrive à prendre ce virage correctement. Non. C'est peut-être l'attitude de ce que les médias portent. Dans la réalité, moi, pour côtoyer certaines instances, d'autres instances autres que industrielles ou d'autres industriels, beaucoup se sont retroussés les manches, beaucoup en ont profité pour dire on transforme, quelque part, on transforme ce poison en médecine. Et voilà, c'est pas être opportuniste, mais c'est continuer à être présent. Et je voudrais moi m'arrêter sur un point. Grégoire parlait des fournisseurs, des exposants pour lesquels on a dû annuler, et c'est quand même un gros manque pour eux, pas seulement la relation, mais aussi de pouvoir présenter leurs services, leurs offres, et comme l'a dit Grégoire, on était totalement transparent en leur disant on vous rembourse ou on travaille sur l'année prochaine et tout. Moi, j'ai découvert un élan de solidarité dans cette industrie qui est extraordinaire. Tous répondu présents pour nous soutenir, pour accompagner l'association en disant clairement, écoutez, ça fait 30 ans que l'association travaille pour l'industrie.
nous, aujourd'hui, on est là pour vous soutenir et on va continuer à vous soutenir. Et ça, je dois dire merci. Il n'y a pas d'autre mot parce que c'est un vrai travail collaboratif. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas avoir les mêmes visions ou autres, mais il y a vraiment un engagement et il y a une volonté d'aller de l'avant et de pas casser tout ce qui existait, mais éventuellement de le faire évoluer. Et je pense qu'ils ont compris qu'on était aussi dans cette dynamique-là. Et ça, il n'y a pas d'autre mot que merci à la profession, merci aux fournisseurs, parce que si on est encore là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous et grâce à eux. Super. Donc malheureusement l'heure tourne. Donc je voulais quand même revenir sur ce point. Donc en ayant toutes ces entrées de différentes horizons, donc comme dit les GIC, les magazines, tout ça. Quel défi vous prévoyez pour l'industrie pharmaceutique dans les années à venir? On est encore dans une année où justement en termes de défis pour l'industrie pharmaceutique, c'est quand même incroyable parce que on leur demande de, allez, entre guillemets, sauver le monde en 3 mois, trouver de nouveaux vaccins, développer de nouveaux vaccins avec du présentiel, donc des équipes dans les zones de production réduites à moitié, des gens éparpillés aux 4 coins du monde. Bon, en termes de challenge, je pense qu'on est pas mal là. On est clairement peut-être dans des objectifs à moyen et long terme qui sont clairement identifiés avec des pistes comme comment accélérer le gain de temps, comment accélérer le développement, la production d'un candidat médicament, d'un vaccin, comment digitaliser certaines étapes pour justement apporter plus de souplesse, comment intégrer justement toute cette partie de distanciation pour pharmacien responsable ou quelqu'un qui doit être quand même sur site pour encadrer toute la production. Enfin, je pense que là, des questionnements, il y en a beaucoup. Des attentes aussi en termes de santé publique qui sont très, très fortes parce que là, clairement, hormis l'industrie pharma, pour vraiment mettre un terme à la situation actuelle de manière solide et pérenne, je vois pas trop d'autres solutions. Pour éviter justement tous ces débats de on sait pas, on voit pas. Je veux dire, un vaccin qui permettra de mettre tout à plat, je veux dire, c'est la porte de sortie. Donc voilà, il y a beaucoup de pression sur cette industrie. Il y a des solutions pour gagner du temps. Il y a une réglementation qui est bien là et qui sera toujours assez agressive, mais il faut le voir aussi pareil du bon côté. C'est quand même pour proposer un vaccin ou un médicament qui soit le plus bénéfique possible pour les patients. La protection du patient, ouais. Et protéger le patient. Donc, voilà. En termes de challenge, je pense que là, on a un bon panel, on a un bon résumé avec cette année des objectifs à se fixer. Et nous, on en a conscience d'un point de vue associatif. Et le but pour nous, c'est aussi d'avancer dans ce sens-là et d'aider les industriels à la hauteur de ce qu'on peut faire, quoi. Super. Arnaud, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, mais du coup, il y a un point aussi quand même au travers de cette crise qui est remontée. Alors, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. On en entend un peu moins parler, mais pour autant, je pense que ça va se produire. C'est toute la relocalisation en Europe pour les médicaments, pour les principes actifs. Et je pense qu'effectivement, ça va donner du travail à tout le monde et aussi à la 3P du coup, hein, parce que voilà, le benchmark autour de tout ça, il va en avoir besoin. Et enfin, c'est important. Je sais pas si c'est quelque chose je pense que personne n'avait anticipé ce entre guillemets revirement lié au coronavirus, mais ouais, je pense que ça change un peu les stratégies à venir, quoi. Ça demande à toute structure, quelle qu'elle soit, que ça soit un grand groupe pharmaceutique, petit ou moyen, ou même une association et tout, ce que l'on a découvert, c'est-à-dire la flexibilité et l'adaptabilité. Si on en arrive et on va... Enfin, je le souhaite et je pense que c'est la direction que l'on prend, comme tu dis, la réindustrialisation ou ramener des produits ou des sites en Europe. Il faudra en effet que l'on s'adapte, qu'on devienne plus flexible, qu'on fasse évoluer les choses. Et là, les associations et la nôtre entre autres aura tout son rôle à jouer et à continuer à jouer son rôle. C'est indéniable. C'est aussi une bonne nouvelle à la fois pour l'Europe, à la fois pour la France. Et c'est aussi un petit caillou dans la botte de l'internationalisation. Voilà, mais c'est important. Enfin, on a quand même nous une industrie pharmaceutique qui est bien encadrée. On a des compétences qui sont fortes.
On a des gens qui ont de l'expérience au même titre que nos médecins et tous les services de santé qui sont reconnus partout dans le monde. Il faut aussi qu'on les aide justement. Enfin, cette industrie, c'est notre fleuron aussi. Certes, la notion de coût et de business tend justement à détruire un petit peu ce socle qui est puissant, mais la finalité, c'est pas forcément ça. La finalité, c'est de produire des médicaments utiles et de bien les produire. Donc, moi, je pense que c'est une belle opportunité et j'espère que ça va aller dans le bon sens et le plus rapidement possible. Ouais. Impeccable. Pour conclure, est-ce que vous auriez des petites anecdotes sur la 3P ? Oh on en a une. Alors il y a une activité dont on n'a pas parlé, c'est ce que l'on appelle la 3P tremplin. Hein. C'est donc on travaille et on va dans les universités pour présenter des sujets en fonction de chaque prof ou chaque doyen nous demande sur tel ou tel sujet. Donc on identifie un expert et il intervient dans les 5e et 6e années des sections industrielles. Ça c'est donc la participation dans les universités, mais c'est le rôle aussi de la 3P, hein. C'est former tous ces jeunes qui arrivent sur le marché dont on parlait tout à l'heure. C'est comme ça qu'on fera évoluer les choses. Oui, exactement. Et puis leur faire découvrir qu'il y a aussi il y a la partie théorique et puis ils vont rentrer dans la vie active, hein, surtout quand ils sont en 6e année. Ils sont déjà un pied dans la vie active, mais il faut aussi qu'ils sachent qu'il y a des associations qui peuvent les accompagner, qui peuvent les aider dans leur quotidien professionnel. Donc c'est pour nous aussi une manière de se faire connaître avant l'heure. On les invite aussi à nos événements avec un certain quota. Et puis on participe à tous leurs congrès ou réunions d'associations d'étudiants de chaque fac, les interpharma ou autres, voilà. Et donc je participe moi aussi, hein, j'y vais, je me présente et tout, et on fait tout ce qu'il faut. Et je fais aussi des réunions sur des sites industriels. Et sur un site, il y avait une dizaine de personnes autour de la table où je présentais l'association, ce qu'on pouvait faire et tout. Et je termine toujours en disant, et puis une des activités, qui est pas directement, dans lequel vous n'êtes pas directement impliqué, c'est on a un programme tremplin pour les étudiants et tout. Et à côté de moi, j'entends une personne qui dit « Oui, et moi j'en ai fait partie, je vous en remercie beaucoup. » Voilà, j'ai trouvé ça super parce que ça prouvait que voilà, il y avait le résultat était là et on avait rempli notre mission. Ah, c'est bien, ouais. Donc c'est la petite anecdote. On en a d'autres, mais bon, voilà. Moi, j'imagine. On peut pas tout dévoiler. Ça y est, il y a un adage, hein, ce qui se passe à la 3P reste à la 3P. Ouais, impeccable. Donc on résume donc pour s'inscrire à la 3P, ça se passe sur le site internet, c'est ça ? Ouais, exactement. Toutes les informations sont disponibles sur le site A3P. Alors après, pas hésiter à nous faire un petit mail, nous contacter directement. On a toujours plaisir, nous, à parler de notre association. Donc voilà, mais toutes les infos sont sur le site, ouais, tout à fait. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous joindre ? Idem, les coordonnées sont à gauche. Il y a le numéro de téléphone direct de nos bureaux avec une boîte mail qui est une boîte de contact, mais que l'on sollicite tous les jours. Et justement, en fonction des sujets, on se répartit les sujets. Donc, en haut à gauche, les coordonnées. Et ensuite, dans le menu, vous avez vraiment toutes les infos liées à la 3P, l'espace adhérent, la documentation, les événements, les formations, les GIC. Voilà, tout y est. Hein. Parfait. Bon, Arnaud, je pense qu'il est l'heure de... Pardon, je sais que le temps coule, mais si on veut avoir un peu des news sur la 3P, il y a le site, on peut aussi vous suivre, je sais pas, moi, sur les réseaux sociaux, il y a des choses... Oui, on est sur LinkedIn, et aujourd'hui, on a plus de 6000 followers sur la partie association, et puis après, individuellement, sur Grégoire et moi, on peut aussi nous suivre, ouais, et même Grégoire me fait remarquer qu'on est suivi par 6980 professionnels. Proche des 7000 voilà, on est plus proche des 7000. Et pas uniquement des Français, hein, on a des Italiens, des Espagnols, des Américains, voilà, qui nous suivent, et on essaye, alors là, c'est plus le quotidien, hein, chaque fois qu'il se passe quelque chose, on essaye de le mettre, de faire un post et de le diffuser au maximum. Voilà, donc ça, voilà, comme les derniers posts, c'était sur le forum suisse et sur la création des GIC, on va dire, des 3 nouveaux GIC. Donc voilà, c'est un bon relais aussi de l'information, une diffusion beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantanée.
Ça permet de se tenir au courant des gîtes, quoi. Exactement. Moi à mon niveau, ça m'a permis de m'inscrire à des formations chez vous qui ont finalement pas eu lieu à cause du confinement, mais voilà. En tout cas, ça permet d'avoir les dernières news et du coup de se dire ah tiens oui c'est vrai il y a ça, je voulais y aller, hop. Donc non c'est bien, c'est bien quoi. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans notre modeste podcast. Non, merci à vous de nous avoir invités parce que c'est une belle opportunité et une belle vitrine. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci à tous les deux et puis une super expérience. Ouais. Moi, j'ai vraiment apprécié l'échange podcast, en toute décontraction. Alors, on a beaucoup parlé, hein, désolé, mais dès qu'il s'agit de 3P, on n'arrive plus à s'arrêter. Ça devient un problème. On est passionné, comme vous avez pu le constater, je pense. Non, en plus, c'est le but vraiment du podcast, c'est de collecter des expériences, des points de vue et puis de faire découvrir des choses aux auditeurs et donc non, c'est bien que vous ayez beaucoup parlé, au contraire. Merci vraiment de votre participation. Bon Arnaud, où est-ce qu'on nous retrouve alors ? Comme d'hab, LinkedIn, la chaîne YouTube, le podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, comme d'habitude, si vous avez envie de partager une expérience, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est toujours ouverts pour partager tout ça au travers des podcasts. Et donc, à très vite. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et puis, à bientôt pour un nouveau numéro. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.